Le projet Tellement au nom de la Terre, en fait, je suis là ici parce que ça me fait très plaisir déjà de revenir à la Sorbonne. Moi, je suis un ancien étudiant de la Sorbonne. J'ai fait une petite infidélité, je suis parti à Dauphine. Et après, j'ai commencé ma carrière dans les métiers de bouche, donc les vins Côte de Provence, les cigares, le champagne Dom Pérignon, le cognac Louis XIII, qui appartient au groupe Rémy Cointreau. Et il y a, donc j'ai passé 7 ans, 10 ans, 7 ans. Et en fait, il y a 4 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et donc, je me suis toujours dit que mon rêve, c'était de devenir entrepreneur. Mon rêve, c'était de retourner dans la Champagne. Et c'était de faire un business for good. Et je vais vous dire après d'où ça vient, en fait. Donc, je me suis mis à partir avec mon petit vélo, avec mon Brompton, pour essayer de trouver une maison de champagne, donc le week-end à acheter. Et je me suis toujours dit que j'irais si ça cochait 4 cases. Il fallait une histoire qui soit incroyable. Donc celle-là, la maison Telmont, elle était centenaire. Elle est née des révolutions champenoises. Elle avait cette âme révolutionnaire. 2, il fallait qu'il y ait encore une famille derrière ça, que ce soit un family business. 3, il fallait que les vins me parlent, bien entendu. Et 4, il fallait qu'ils aient commencé leur conversion en agriculture biologique. Il n'y a que 4% de la Champagne qui est certifiée agriculture biologique. Donc c'est très dur à trouver. Donc j'en ai visité une vingtaine, une trentaine, et puis je suis arrivé sur Telmont, et là je suis tombé amoureux, et ça cochait les 4 cases. Donc j'ai décidé de plonger. J'ai présenté mon projet à mon patron, au groupe Rémy Cointreau, en leur disant voilà, j'adorerais faire ça maintenant dans ma vie, et j'ai envie de rentrer à fond dans le monde de la sustainability et de prouver qu'on peut faire peut-être l'un des meilleurs champagnes du monde, tout en étant sustainable, environnemental, sans aucun compromis. Ils ont adoré l'idée et ils m'ont dit, au lieu d'être entrepreneur, tu vas devenir intrapreneur, donc tu restes dans le groupe et on va y aller ensemble et allons-y. Et le projet Au nom de la Terre est un projet qui en dit long et qu'on a envie de soutenir. Et c'est le projet maintenant Au nom de la Terre que je vais vous présenter et qui vous montre un petit peu, qui est dans l'ADN de la maison Telmont. Donc voilà notre bouteille et notre étiquette. Comme vous pouvez le voir, c'est une étiquette qui est un petit peu nouvelle en Champagne parce qu'elle raconte toute l'histoire du vin. Vous avez le nom de la maison, mais vous avez surtout la carte d'identité du vin, la recette du vin. On reviendra tout à l'heure sur l'étiquette qui montre une forte transparence de cette maison. Donc le projet Au nom de la Terre, il est très simple et je vais vous le faire rapidement parce qu'on a 20 minutes, comme ça Arnaud va pouvoir vous raconter ce que tu penses de ce projet-là et ça a de l'impact ou pas d'impact, je suis curieux d'en débattre. Donc très rapidement, Au nom de la Terre, ça commence par la Terre. Donc, c'est de la biodiversité. Ça veut dire que ce sont des couverts végétaux, ça veut dire que vous plantez des arbres, vous plantez des charbres, vous faites attention pour avoir des sols qui sont vivants. Ça, j'ai envie de dire, la biodiversité, vous la voyez arriver en Champagne. La majorité des maisons de Champagne ont pris ce tournant, ce virage de la biodiversité et c'est génial. Mais ça ne s'arrête pas là. Le projet Telmont Au nom de la Terre, ça va plus loin parce qu'au-delà de la biodiversité, on a décidé de tout passer en agriculture biologique. Pourquoi? Pourquoi à votre avis? Là, normalement, j'ai 30 étudiants qui doivent savoir. Pourquoi passer en agriculture biologique? Je ne le dirai pas, hein. Si vous ne trouvez pas, c'est que... Ça veut dire quoi l'agriculture biologique? Pas de pesticides. Merci madame, merci. Ça veut dire pas d'herbicides, pas de pesticides, pas de fertilisants chimiques, pas de fongicides. C'est ça que ça veut dire. Donc on peut parler de biodiversité, mais je pense que les deux sont complémentaires. C'est pas l'un sans l'autre. Il faut partir sur les deux. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a que 4% de la Champagne qui est certifiée agriculture biologique. Donc partir sur une conversion en bio de notre domaine et de tous nos partenaires vignerons, c'est un sacré challenge. Parce que vous savez que le climat fait que vous pouvez perdre jusqu'à 30% de votre rendement. L'année 2021, quand on a commencé, quand moi je suis arrivé dans cette société, on a perdu 80% de la récolte. Parce qu'on était en agriculture biologique, parce qu'on n'a pas pu les traiter, ces vignes. C'est une année catastrophique. L'année dernière est une très très belle année. Donc voilà, ça varie, mais tout ça pour vous dire que c'est très compliqué de passer en agriculture biologique. Mais donc c'est biodiversité, là vous avez à peu près toute la Champagne, et après l'agriculture biologique, c'est là où c'est très, j'ai envie de dire, pionnier dans l'âme encore aujourd'hui.
même s'il y a un vrai mouvement qui est en train de se passer. Une fois qu'on a parlé de la biodiversité et de l'agriculture biologique, bien entendu, on ne peut pas s'arrêter là. Vous mesurez votre empreinte carbone, on va la regarder après, et on se rend compte assez rapidement que le packaging, que la bouteille représente énormément de votre empreinte carbone dans une maison de champagne. Donc, le choix qu'on a fait chez Telmont, en juin 2021, quand on a annoncé notre projet au nom de la Terre, c'est tout naturellement qu'on a dit qu'on arrêtait la course au coffret cadeau. Donc, le meilleur packaging... J'ai pas entendu. C'est pas de packaging. Merci, je te remercie. Le meilleur packaging, c'est quand il n'y a pas de packaging. Chez Telmont, on dit qu'on fait du champagne, on ne fait pas des boîtes cadeaux, on ne fait pas des étuis, on ne fait pas des éditions limitées. Rien qu'avec ça, vous réduisez de 8% l'empreinte carbone pour chaque bouteille produite. C'est pas rien. A-t-on besoin de ce packaging, de cette gift box que vous allez acheter octobre, novembre, décembre dans les rayons ou même toute l'année? La durée de vie d'une boîte cadeau, d'un champagne, c'est quoi? C'est 30 secondes, une minute? On n'en a pas besoin. Et donc, c'est un vrai commitment, hein, parce que dans le monde du champagne aujourd'hui, il y a encore beaucoup de clients qui le demandent, mais force est de constater qu'on se doit d'arrêter les coffrets cadeaux. Je vous parlais de la bouteille. La bouteille de champagne. Vous avez la bouteille classique, c'est une bouteille verte de champagne. Voilà, c'est ça, c'est la bouteille que vous connaissez par cœur. Mais sauf que dans la gamme, il y a aussi des bouteilles transparentes pour mettre du rosé ou pour mettre le blanc de blanc qui est fait à base de 100% de chardonnay, du raisin blanc. Mais sauf que quand on est arrivé, on a dit notre rosé, notre blanc de blanc, il faut le mettre dans des bouteilles vertes. C'est une évidence. Pourquoi? Parce que cette bouteille verte, elle est issue à 87% de verre recyclé, alors que la bouteille transparente, elle est issue à 0% de verre recyclé. C'est donc une hérésie écologique de continuer à faire du champagne dans des bouteilles transparentes. Donc notre rosé et notre blanc de blanc, maintenant, il est dans une bouteille verte depuis 2021. Donc c'est au moins 3 ans de vieillissement, 3 à 5 ans. Donc elles arriveront sur le marché en 2026-2027. Donc en attendant, je continue à vendre mes bouteilles transparentes de rosé, parce qu'elles dorment en cave depuis 5-6 ans, donc on va les vendre. Mais en 2021, on a pris cette décision d'arrêter de mettre du vin, de tirer notre vin dans des bouteilles transparentes. Donc on appelle ça Stop Transparent Bottles. Ensuite, vous avez Bespoke Bottle. Dans notre gamme, quand on est arrivé, vous aviez la bouteille classique champenoise, et on avait, donc ça c'est là, et on avait des formats spéciaux qui sont des bouteilles qui sont plus arrondies, qui ont des formats spéciaux. Mais sauf que cette bouteille classique champenoise, elle pèse 835 grammes. C'est la mieux disante dans la champagne. Alors que si vous avez un format spécial, vous pouvez monter jusqu'à 900 grammes et plus. Donc on s'est dit, c'est une hérésie. On va faire tout notre champagne dans la bouteille classique champenoise. On va arrêter de faire des bouteilles avec des formats spéciaux. Donc on est passé, donc on avait des bouteilles à 900, maintenant tout est à 835 grammes. Ce qui est la bouteille, aujourd'hui, la plus légère en champagne. Mais après on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là, 835 grammes, c'est la classique champenoise. C'est une grande majorité de la champagne. Est-ce qu'on ne peut pas quand même continuer à descendre? Et donc on a challengé, et avec Veralia, qui est un grand manufactureur de champagne, on arrive aujourd'hui à tester des bouteilles à 800 grammes. 35 grammes, ça représente peut-être pas grand-chose. Et à l'essai de Telmont, on fait à peu près 300 400 000 bouteilles. Mais si toute la champagne se met à prendre ce nouveau standard de moins 35 grammes, donc une bouteille à 800 grammes, c'est-à-dire qu'il y a 320 millions de bouteilles qui pourraient économiser, celles qui sont à 900, elles passent à 800, celles qui sont à 835, elles passent à 800. Donc là, vous économisez énormément en termes d'empreinte carbone. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a annoncé il y a 2 semaines que le test qu'on a fait sur la bouteille à 800 grammes, il est positif. Les bouteilles n'explosent pas plus que si elles avaient 835 grammes. Donc on a décidé de passer notre production sur du 800 grammes. Et bien entendu, au nom de la Terre, pas d'exclusivité, bien entendu, toute la Champagne peut y aller. Ça ne sert à rien qu'on reste tout seul dans notre coin. Donc c'est vraiment un nous collectif, pour reprendre ce que tu disais, Jérémy. Ensuite, l'électricité renouvelable. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'on fait du solaire, pas du solaire? En Champagne, c'est un peu compliqué avec la météo, mais on est en train d'étudier la question. Mais pour l'instant, on est sur de l'énergie renouvelable. On a arrêté les transports par avion pour la livraison de nos bouteilles. Maintenant, ce sont que des transports par bateau, ou par les routes, ou par les trains. Mais là aussi, vous réduisez considérablement votre empreinte carbone. Donc même si un client nous demande à la dernière minute 100 bouteilles pour son réveillon, c'est l'exemple que je prenais la dernière fois, on lui dira très bien, mais si tu commandes en décembre, ton nouvel an, tu le feras en avril, parce que ça va mettre 3 à 4 mois par bateau. Donc
tout cas, c'est aussi sans compromis. Et là, vous réduisez votre empreinte carbone. La transparence, vous l'avez évoqué, hein, donc c'est effectivement, vous voyez, on a tout le numéro de la production, on a tout ce qu'il y a dans le vin, on a la quantité de sucre, enfin on rentre vraiment dans le détail, c'est la recette. C'est la recette pour chaque année, chaque millésime, cette étiquette va changer en transparence totale. Donc, c'est une partie des engagements qu'on a pris. Je vais un peu vite, mais c'est ça le projet Au nom de la Terre. Alors, c'est pas parfait, je préviens déjà. On a encore plein de choses à apprendre, et on apprend toujours, mais ce sont des décisions de bon sens qu'on a prises. On n'a pas réinventé la machine. C'est vraiment que des décisions de bon sens. Essayer de réduire le poids de la bouteille, arrêter les bouteilles transparentes, arrêter les coffrets cadeaux, passer en agriculture biologique. Ça me paraît une évidence. Mais aujourd'hui, bah voilà, c'est un mouvement qu'on est en train de créer en Champagne et on invite vraiment tout le monde à suivre cette démarche-là. Et donc, on a décidé d'émettre notre guide. Donc, on a émis un guide qu'on a appelé notre guide pour la sustainability en Champagne. Et donc, on essaye de, voilà, we can't say we didn't know, so we decided to publish our guide. Et là, vous avez 48 pages qu'on a mis c'était en janvier, qui expliquent en fait, donc moi j'ai 3 enfants, et donc je voulais que chacun des 3 comprenne, donc c'est vraiment, c'est basique, hein, mais on y va, on l'a rédigé nous-mêmes. Donc ça veut dire quoi la neutralité carbone? Ça veut dire quoi net zéro, net positif? Ça veut dire quoi tout ça? Parce que on doit commencer par les définitions. Donc, neutralité carbone, ça veut dire que vous allez réduire et compenser. Bon, c'est bien, mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas une finalité en soi. Donc, on a décidé d'aller vers le net zéro et le net positif. Qui veut dire quoi? Ça veut dire une réduction de 90% de votre empreinte carbone. C'est un sacré engagement. Bien entendu, avec une target, Science-Based Target, SBTi, vous êtes suivi. Ce serait trop facile. Donc 90% de notre empreinte carbone, on s'est engagé à ça. Bon, ça peut faire peur. Donc on se dit, ça veut dire quoi exactement? Donc on creuse scope 1, scope 2, scope 3, émissions directes, émissions indirectes. Je ne rentre pas dans le détail, je répondrai à vos questions si vous voulez plus loin, mais c'est vraiment du basique. Et donc on montre, ben voilà, ça c'est le scope 1 et 2. Voilà où sont nos émissions de carbone aujourd'hui sur ce scope-là. Donc c'est un petit dossier qui fait 48 pages, qui est tout à fait accessible, qui est en libre service. Voilà le scope 3, voilà nos émissions indirectes, qui viennent essentiellement, comme vous le voir, de l'achat du raisin, de la bouteille, du packaging, donc tous nos achats indirects. Et ensuite, bon, on a mis nos trajectoires. Donc, et ça ne doit pas faire peur. Aujourd'hui, en 2020, quand on a commencé, ben voilà, ça c'était nos émissions. Et on a dit qu'il fallait réduire de 90% pour être net positif, donc à horizon 2050. Ok, bon, ben voilà notre feuille de route, on y va. On a un passage par 2030, quand même, et on s'est dit que sur scope 1 et 2, on nous demande de réduire de 4,2% par an. Donc ça fait 42%. Après, bien entendu, il faut regarder avec un vrai business. Donc on a un plan de croissance très modéré parce qu'on va rester sur un volume de bouteilles assez modéré de par notre positionnement. Et donc, mais du coup, on ne part pas de là, on part de là-haut. Donc si on part de là-haut, les moins 42%, ça devient moins 84% à horizon 2030. Ça, c'est le scope 1 et 2. Même chose sur le scope 3. Donc c'est là, scope 3, c'est 90% de l'émission de carbone de la maison. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer. Et donc là, c'est SBTi, demande 2,5% par an sur 10 ans, moins 25%. Et puis après, on arrive à moins 90%. C'est notre target, mais avec émission business as usual. Donc on part de là-haut. Donc à 2030, ça nous fait un moins 80% à aller chercher. Bon, alors là, on pourrait s'inquiéter, hein, on va se dire c'est juste pas possible. Et bien du coup, voilà, vous mettez votre plan en marche. Et le plan en marche, il est là. Donc en toute simplicité, voilà tout compris, le scope. Et donc vous avez votre baseline, votre business as usual. Donc vous partez de là-haut. Et chaque action, ce que ça va engendrer. Donc, si je prends par exemple l'arrêt de mes coffrets, de mes bouteilles transparentes, voilà l'impact. Boum. Le passage au bio, ça n'a pas forcément un impact sur le CO2, parce que vous avez quand même du passage du tracteur et compagnie. Par contre, on sait que c'est mieux pour la planète, c'est mieux pour la santé des vignerons, mais d'un point de vue CO2, c'est pas ça. Donc, vous voyez que c'est quasiment neutre. C'est pas ça qui. Ensuite, donc voilà, le glace plein. Les other packaging, sur ce graphe-là, l'arrêt de nos coffrets cadeaux, on ne le voit pas bien parce qu'on l'a fait l'année d'avant. Donc, c'est pour ça que cette année-là, vous ne voyez pas l'impact concret sur ce slide-là.
les logistiques, tous nos efforts en logistique. Et puis après, vous avez un gap to target. Ben, ce gap to target, la chance qu'on a, c'est qu'on est dans des vignes et que la solution se trouve sous nos sols. Parce que toutes nos vignes sont des vrais puits de carbone. Et donc c'est ça qu'on annonce, c'est qu'on va mettre sur nos propres vignes plus de 1300 charmes. Sur nos partenaires vignerons qui nous accompagnent, on leur demande aussi de planter des charmes. Et tout ça va être des puits de CO2. Maintenant, on aura toujours un gap to target à 2050. On est en 2023, ok, on n'a pas la solution à tout et on espère bien qu'on va apprendre énormément de choses, que la tech va venir nous aider et on va évoluer et on va apprendre plein de choses. Donc on est très positif par rapport à ça. C'est pour ça qu'on se positionne vraiment comme des optimistes du climat. Alors après, il y a des Green Awards qui arrivent. Je ne sais pas ce que ça vaut, hein, mais voilà, ça c'est des magazines professionnels des vins et spiritueux qui commencent à remettre des Green Awards. Et en fait, je trouve ça très bien parce que ça va des magazines au UK, aux États-Unis. Ça montre qu'il y a une catégorie qui est en train de se créer, de se dire, bah voilà, aujourd'hui, on fait quand même de plus en plus attention. Après, c'est très subjectif, tous ces Green Awards. Hein. Quels sont les critères qu'il y a derrière? Est-ce que c'est mathématique? Est-ce que c'est scientifique? D'où ça vient et tout. Mais au moins, ça a le mérite d'exister. Et puis, je me faisais plaisir en vous partageant celui-là. Ça, c'est Drinks Business. C'est un magazine UK qui est très réputé dans le monde du wine and spirits, qui a décidé cette année de faire un award pour le meilleur packaging, pour la meilleure gift box, pour la meilleure limited edition de fin d'année. Et il a décidé de le donner à la maison Telmont, voilà, parce qu'on n'a pas de packaging. Et ça envoie un message fort quand même, qu'une maison qui a décidé, qui prend le contre-courant d'arrêter tous les packaging, reçoive l'award de cette catégorie-là. Ben, je trouve que c'est un vrai message fort et ça montre qu'il y a beaucoup d'écho aujourd'hui par rapport à tout ça. Alors ensuite, je voulais juste partager ça avec vous, et j'ai quasiment fini, Arnaud, il m'en reste un slide derrière et puis je m'arrête, parce qu'il faut laisser pas mal de temps aux questions aussi et au débat. On n'est pas tout seul. Moi, je pensais qu'on serait tout seul. Bon, on n'est pas tout seul, parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui sont venues taper, frapper à notre porte. Donc, bien entendu, on a nos vignerons bio, toute la nouvelle génération qui veulent passer cette nouvelle agriculture, qui se dit comment on fait techniquement et financièrement, est-ce que vous pouvez nous aider? Parce que pendant 3 ans de certification, moi je vais perdre du raisin, donc est-ce que vous m'aidez financièrement? Oui, non. Donc ils sont venus frapper, donc ça a commencé à créer une vraie communauté. Et donc on appelle ça le collectif Telmont au nom de la Terre, parce qu'au-delà de ça, on a eu des climate activistes. Et j'en cite souvent un, qui est frappé à notre porte l'année dernière, qui s'appelle Romain Pillard, qui est un breton marin, qui a racheté le bateau, le trimaran d'Hélène MacArthur, qui était en train de sombrer, et qu'il a totalement recyclé avec des bouts de voile, voilà. Il l'a remis à flot. Il a décidé de faire le tour du monde à l'envers, et son message, son hashtag, c'est Use it again. Et donc voilà, il est donc il fait plein de conférences, et lui il a dit, mais moi je veux passer le Cap Horn et la bouteille d'arrivée avec un champagne qui est vraiment sustainable. Donc est-ce que... et donc voilà, donc on a décidé de lui donner 6 bouteilles. Enfin, il m'a dit, non, je veux pas 6 bouteilles, je veux 6 demi-bouteilles, parce que je veux aller vite, moi, donc le moins lourd possible. Mais voilà, en tout cas, c'est pas un engagement financier de notre part ou de sa part, pas du tout. C'est de se dire qu'ils viennent, c'est qu'à plusieurs, on va pouvoir prêcher la bonne parole. Et donc, c'est intéressant que nos vignerons bio, ils entendent l'histoire de Romain Pillard. Et que le monde de l'océan des navigateurs, ils entendent le monde de l'agriculture bio. Et donc, il y a un échange comme ça qui se passe. On a des chefs engagés aussi. On a Florent Piétraval de La Mirande, qui est un étoilé Michelin vert. Il y a Jocelyn Marie, qui est à la table de Colette à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez ce restaurateur, mais il est incroyable, la table de Colette. En fait, quand vous commandez une empreinte carbone. Et c'est vraiment un furieux, en fait. Il a le végétal au milieu de l'assiette. Et tout ce qui est poisson et viande deviennent les accompagnements, les siders. Et rien qu'avec ça, vous diminuez votre empreinte carbone. Et son assiette est vraiment incroyable. On a Mathieu Chapelle, qui est le pêcheur fou de la Méditerranée, qui lui va pêcher son poisson avec un certain filet, certains poissons à un certain moment de la journée, donc est vraiment dans la sustainability des océans. On a aussi Cinema for Change. Alors ça, je vous invite vraiment à vous pencher sur le sujet. C'est Marc Oberon qui a créé ça, et c'est un festival de cinéma qui est à Paris, un Grand Rex, et qui a 10 documentaires, les 10 documentaires qui sont sortis cette année et qui sont vraiment incroyables d'un point de vue sustainability. Donc vous avez Kiss the Ground, Mission Régénération, vous avez Can We Cool the Planet,
Et donc, voilà, donc il fait ce festival-là. Il a lui aussi, on s'associe tous ensemble. On a des chefs qui s'appellent Chefs for Impact aux États-Unis. C'est une association de tous les chefs sustainable américains. Enfin, voilà, je pourrais en passer, mais ils sont tous réunis pour la bonne cause et on échange, on partage. Donc, ce qui se passe dans une industrie intéresse l'industrie de l'autre. Nos problématiques intéressent les problématiques des autres et vice-versa. Et à plusieurs, on se sent forcément plus fort et on est rassuré. Et ensuite, je termine par ça, effectivement, donc on a Leonardo DiCaprio qui nous a rejoint en tant qu'investisseur. Donc on est 4 investisseurs, vous avez le groupe Rémy Cointreau qui est actionnaire majoritaire. Ensuite, vous avez, j'ai demandé à Bertrand L'Hôpital qui est donc le winemaker et on appelle ça le grape father, le parrain des raisins parce qu'il est vigneron. Donc c'est lui la 4e génération de la famille fondatrice. Moi-même, et donc j'ai demandé à Leonardo DiCaprio. Pourquoi je demande à Leonardo DiCaprio de venir nous rejoindre? Notoriété. Parce qu'il est engagé sur le plan du climat. Ouais. Notoriété, engagé, et voilà. Et donc c'est aujourd'hui, c'est le porte-parole aux Nations Unies sur cette notion de changement climatique. Donc c'est quelqu'un qui est très très investi dans le monde de l'environnement et de la sustainability. Et c'est lui qui a mis cette graine de l'environnement, de la sustainability dans ma tête. En fait, moi je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a une quinzaine d'années. Et dès le départ, il commençait à m'envoyer des textos sur « il faut regarder ce documentaire-là, est-ce que tu as vu Can We Cool the Planet ?» Et ça a commencé à germer dans ma tête. Et en fait, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai eu cette volonté, et avec toutes mes équipes, on est 17 hommes et femmes derrière Telmont, derrière ce projet-là. Et donc d'avoir Leonardo va nous permettre d'accélérer et de prêcher la bonne parole. C'est un accélérateur pour nous. Ce n'est pas du tout le face of Telmont et il va prendre une bouteille et faire la pub, pas du tout. C'est un investisseur. Et donc, c'est ça que j'essaye de raconter, en fait, c'est que, c'était mon dernier slide, c'était que, en fait, il faut avoir un projet qui a du sens, et si ça a du sens pour vous, ça aura du sens pour les autres, et à plusieurs, voilà, on peut vraiment aller plus vite et plus loin. Voilà, c'était très rapide, je m'en excuse, mais vous avez un peu l'essence du projet Au nom de la Terre, l'essence du projet Telmont. Arnaud, que tu découvres. Voilà, je te laisse le micro maintenant, et on répondra aux questions après, si vous en avez. Oui, bien sûr, voilà. oui. Merci. Je découvrais cette belle marque. Et alors, j'ai pas du tout la prétention de juger quoi que ce soit. D'abord, Ipsos, généralement, demande aux consommateurs ce qu'ils pensent, plutôt que de donner notre avis à nous. Et ça mériterait d'ailleurs, je pense, une étude. Et ce serait d'ailleurs un... Bon, on vient de vendre une étude à Ipsos, ça y est. Par exemple. Non, mais au-delà de ça, ça permettrait encore, je pense, de faire vivre le projet et de montrer qu'on peut avoir ces projets-là et une vraie offre auprès des consommateurs. J'ai une présentation en anglais, mais je vous rassure, je ne vous ferai pas bénéficier de mon accent anglais, je vais le faire en français. Donc il y aura beaucoup d'anglicismes dans ce que je vais dire. Donc l'idée c'était de réfléchir, et on le fait beaucoup chez Ipsos parce qu'on accompagne beaucoup de marques dans leur stratégie de développement, dans la perception justement que leur stratégie a auprès des consommateurs et leur positionnement. Et donc je vous livre quelques éléments, alors c'est un peu désorganisé parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y en a beaucoup de choses et d'études sur les sujets. Donc j'ai essayé d'en sélectionner quelques-uns. La première chose, parce qu'on va parler des marques et du rôle des marques surtout à faire ça, la première chose, c'est de voir que les consommateurs seuls, en fait, eux, n'ont pas forcément la force, et voire même l'envie, d'arbitrer, d'agir pour changer les choses. On a fait une segmentation qui est déprimante. Ouais, moi-même déprimé. Alors, les chiffres ne sont pas les mêmes dans tous les pays, mais ils ne varient pas beaucoup, sachez-le. Donc, c'est une segmentation où on a demandé à des individus représentatifs de la population quelle était leur capacité, leur envie à changer des comportements, à se faire violence, à renoncer à certaines choses pour justement lutter pour la sustainability ou des grandes causes. Et bien, il n'y a que 17% de gens qui sont vraiment prêts à renoncer à certaines choses, à payer plus cher, à consommer moins. Et c'est assez déprimant. Donc on va suivre ce chiffre et on va espérer qu'il augmente au fur et à mesure des années. Mais bon, on a quand même des pragmatiques. Alors les pragmatiques, c'est ceux qui, à prix égal, vont plutôt prendre un produit qui est sustainable
ou qui vont peut-être diminuer un petit peu les consommations de viande, mais un petit peu. Non, mais le plus déprimant, c'est cette grosse proportion, et ils sont encore très présents, des gens très sceptiques, de gens qui, carrément, eux, renoncent et se mettent à contre-courant, justement, de ça, ils n'acceptent pas ça, et veulent continuer de consommer comme avant. Et voilà la réalité des choses, et ça, ce sont des résultats qui sont des moyennes de plusieurs pays dans le monde. Voilà. Oui. Mais qu'on se le dise, parce que ça situe bien l'importance d'un projet comme celui de cette entreprise et le drive, en fait, que les compagnies et les marques doivent avoir. Alors, on demande aux consommateurs, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bien entendu, ils pensent que le gouvernement et les gouvernements doivent d'abord prendre des actions. Eux-mêmes s'attribuent une part de responsabilité à 46%, mais tout de suite après, ils considèrent que c'est les marques et que c'est les compagnies qui doivent, eux, prendre la responsabilité. Alors, en vert, vous avez ce qui devrait être la réalité, et en bleu, ce qui est la réalité effective. On leur demande, et à votre avis, ce qu'ils agissent. Et là, on voit qu'il y a encore un énorme gap, c'est que pour eux, il n'y a que 25% des marques qui sont vraiment impliquées, qui sont vraiment investies d'une responsabilité, et ils pensent qu'il y a 41% qui pensent qu'il devrait l'être. Donc il y a un gap à avoir. Un autre pourcentage que je voulais montrer, alors, il y a plein de données, je vous invite d'ailleurs, parce que c'est la donnée qui est accessible sur le site Ipsos, vous pouvez consulter tout ça. 75% des Français pensent, ça y est, ils ont accepté ou ils ont intégré l'idée que les marques peuvent faire du profit, et c'est pas un problème. Et ils peuvent le faire tout en ayant un engagement très fort dans les causes. Et ça, c'est quand même plutôt positif, hein, ça va un peu plus nous rassurer. C'est que derrière, il y a une vraie croyance, et en tout cas, ça va dans cette direction qu'on peut faire les deux. Alors après, on rentre dans des catégories où on voit que là, les marques peuvent être encore plus responsables et impliquées. Donc là, on est dans tout ce qui est online. Et tout ce qui va être utilisation de l'online, en termes de privacy, en termes de sécurité. Voilà. Et on leur a demandé, à votre avis, qui est responsable dans le monde de trainer, de former, d'éduquer les consommateurs dans leur usage des réseaux sociaux, par exemple. Bon, bah, c'est eux-mêmes qui doivent se faire leur propre éducation, donc c'est plutôt rassurant quand même. Mais tout de suite après, on s'en remet aux marques, aux sociétés privées. Ça, c'était une étude qu'on a faite pour YouTube, notamment. Mais très au-dessus des écoles, des gouvernements, des employés et même de la famille. Ça montre, encore une fois, les attentes et toute la responsabilité qu'on va remettre dans les mains du privé, avant même le gouvernement et parfois avant même soi-même. Alors, nous, on traite ces notions d'engagement et de mission depuis, ça fait au moins 20 ans hein, qu'on intègre ça dans nos études, mais on l'a toujours fait d'une manière un peu mauvaise, puisqu'on nous a toujours rajouté une dimension d'une mission, d'un engagement, mais comme quelque chose en plus. Et ça a toujours été rajouté en plus. Alors, dans une étude Ipsos, c'est très simple, on a une série d'items, c'est une marque ancienne, traditionnelle, moderne, émotionnelle, voilà, on a plein de dimensions. Puis un jour, on arrive et on fait « Ah, et ce serait bien que tu demandes quand même si c'est pas aussi une marque qui fait du bien pour la planète et qui est... voilà, en plus. » Et à chaque fois, depuis 10 ans, on nous demande et calculer c'est quoi le driver de cette dimension-là pour le choix de la marque. Est-ce que c'est quelque chose qui a de l'importance ou pas? Donc souvent, c'est assez décevant d'ailleurs parce qu'on voit que c'est par rapport au prix, par rapport au goût, quand on est sur de la nourriture, ce sont toujours des dimensions qui sont moins importantes. Et du coup, on a des mauvaises conclusions qui est que c'est pas important. Mais en fait, c'est pas bon. Et là, on est en train de rechanger complètement les choses. C'est que l'intégralité de ce qu'on mesure doit être intégrée dans cette mission. Et c'est quel est le sens que cette mission a pour l'entreprise, mais quel est le sens que les consommateurs donnent à tout ça. En quoi est-ce que ça va être justement un driver de bon goût? En quoi ça va être un driver de simplicité? Il faut que ça touche à d'autres valeurs, en fait, qui soient connectées aux bénéfices même de la marque et à la stratégie de l'entreprise.
Et une autre façon de voir la chose, et c'est un peu ce que tu disais aussi, Géraldine, c'est que il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, même s'il y a une forme de tolérance encore, beaucoup, hein, puis on le voit avec le pourcentage, on n'est pas sur des pourcentages de 100%, on demande aux entreprises de le faire, c'est qu'il y a un vrai risque de bashing. Il y a un vrai risque de bashing. Et le luxe en particulier, je pense, va devoir réagir assez rapidement et assez massivement. Puisqu'il va falloir réinvestir une grosse partie pour traiter la solution, sous peine, sinon, je ne sais pas si vous connaissiez cette phrase, mais d'être partie prenante du problème. Alors, c'était une intro, c'était pour dire en gros, ça va être long, désolé. C'était pour dire que l'engagement, pour répondre à cette première question, être ou ne pas être, c'est évident qu'en fait l'engagement doit être. Ce qui peut être ou ne pas être, en revanche, c'est la marque qui ne prend pas l'engagement. Et on est assez, le thème dont Géraldine parlait, on avait fait un lien avec la politique, en se disant qu'est-ce qui a fait que certains politiques ont disparu. On pense à certains organismes politiques en 2017 notamment. Et ben c'est un peu les mêmes dimensions que pour les marques en fait. C'est que s'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas de résultat, s'il n'y a pas de cohérence entre ce qui est dit, ce qui est proclamé et ce qui va être réalisé, il y a un vrai risque que certaines marques disparaissent. Alors cet engagement il doit être pris, il doit être, il faut le faire. C'est plus une question de faire ou ne pas faire même. Par contre il y a plein de façons de mal le faire. Et j'aime beaucoup le cas Telmont, parce que je pense que ça prend beaucoup de pratique de ce qu'il faut faire. Donc je vais essayer de citer, d'ailleurs, dans chacune de ces choses qu'on a mesurées, hein, je vais vous montrer les résultats derrière, l'importance de ça. Mais je pense que le champagne Telmont remplit pas mal de cases. La première chose, on va parler d'empathie. Parler d'empathie, et c'est toi, Géraldine, qui m'avait donné aussi cette étude qui a été faite où on avait vu que plusieurs des missions, des engagements qui étaient pris par les entreprises étaient faites par des relations. C'est le CEO qui connaît machin, qui a sa fille qui est dans une association, donc ah bah tiens, c'est comme ça qu'on va faire le truc. C'est génial parce que ça part d'une façon absolument opportuniste de créer une mission et un engagement. Or, pour une entreprise, ça doit être exactement l'inverse. Il faut d'abord être dans un sens très empathique avec le consommateur pour comprendre exactement quels sont ses besoins, en quoi la marque peut contribuer à ça, pour justement choisir dans sa raison d'être, très clairement lié au projet de l'entreprise. On va voir que le contexte est hyper important. On ne peut pas, en fonction des pays dans lesquels on est, en fonction de la façon de consommer les produits dans les pays, et en fonction de macro-contexte et de micro-contexte, on ne pourra pas raisonner de la même façon. Il faut absolument s'adapter et tenir compte de ces différentes choses. Et c'est probablement le plus important et je pense le plus emblématique de ce qui m'a frappé dans la présentation Telmont sur le Shape Expectations. Là, il y a l'idée que si on ne fait que comme une marque depuis 20 ans, suivre ce qui se fait déjà, suivre ce que demande le consommateur, on va voir qu'on est assez vite limité. Parce que déjà, le consommateur ne sait absolument pas ce qu'il faut faire. Et qu'il faut, et c'est le mot le plus important ici dans l'expectation, c'est le shape. Il faut anticiper, il faut prendre les devants, il faut changer et avoir un peu de courage pour justement changer la façon de faire. Alors je reprends chacune de ces notions-là. Le Act with Empathy, nous on le mesure, bon, il y a plein d'études encore une fois qui vont dans ce sens-là, mais là il y a un résultat qui me semblait assez important. On le mesure quand on teste des publicités notamment. Les consommateurs sont plus dupes. Quand ils ne sentent pas cette empathie, quand ils sentent justement que c'est la mission opportuniste, ou ils condamnent systématiquement. Et aujourd'hui, l'efficacité publicitaire en fait est tout à fait ressentie. Et c'est là où on voit par exemple que dans tous nos tests publicitaires, on voit que même une super pub, très drôle, très marrante, très belle, très émotionnelle, si elle n'est pas avec un fort empathie, avec une forte empathie, en fait, elle sera sur une performance qui sera forcément moins bonne. Je vous montre un exemple d'une pub qui a, par exemple, très bien marché. Le son marche. Oui.
Ça s'est coupé? J'ai pas la fin. Ah, ouais. C'est dommage. Ah Bon. oui, c'est bon. Vous la trouverez, je pense, si vous regardez. Donc c'est Volvo, et c'est la raison d'être de Volvo que d'assurer justement la sécurité, sauver des vies en développement des véhicules qui soient à fond sur la sécurité routière. Et ils ne le font pas juste pour faire plaisir, et c'est toute la démonstration de cette publicité. Ils le font parce qu'ils ont fait, ils ont écouté, ils ont compris, les consommateurs, ils ont compris leur vie, ils ont vu à quel point c'était difficile aujourd'hui de vivre dans un monde où il fallait rester concentré et on avait des problèmes de concentration. Donc il y a tout un effort en fait de vraiment assimiler les attentes, les évolutions dans le contexte dans lequel est le consommateur pour vraiment asseoir cette raison d'être. Et ça marche extrêmement bien. Moi, ce que j'ai noté, notamment dans le Champagne Telmont, par exemple, la box, j'ai bien aimé cette idée, c'est de se dire, mettons-nous à la place d'un consommateur, en quoi est-ce qu'on va pouvoir justement le faire renoncer à cette boîte de Noël? Et de se dire, ce 30 secondes, il est génial. Ouais, il est génial. Parce il est génial et il est horrible. Et oui, il est génial. Parce que tout le monde peut le comprendre, qu'on peut renoncer à 30 secondes de plaisir Et je pense que voilà, c'est typiquement, on pourrait imaginer une pub où on explique en fait, ça, tout simplement. Ouais. Et c'est aussi dans le shift expectations, parce que même si aujourd'hui les études nous diraient que le client veut cette boîte cadeau, ouais. C'est à nous de lui dire non, enough is enough, c'est fini. Exactement. Et il ne faut pas attendre que le client dans 5 ans nous dise on n'en veut plus, il faut acte maintenant. C'est ça le message qu'on essaie de faire passer. Et c'est vrai qu'on peut le retrouver dans ce film. Le contexte. Alors évidemment, toute mission ou engagement des marques s'adapte au macro-contexte. Alors macro-contexte avec ces nouvelles grosses tendances ou ces crises, et on est dans un monde de polycrise. C'est la grosse différence avec avant où les crises se succédaient. Aujourd'hui, les crises s'additionnent, elles sont en même temps. Et on a ce mot, et c'est probablement le mot qu'on va plus entendre dans les prochaines 10 années à venir, c'est polycrise. Voilà. Il faut se faire à l'idée que on a la guerre, on a l'inflation, on a ChatGPT, l'aide generative AI, on a de l'inflation, il va falloir vivre avec. On a des inégalités, on a de la pauvreté, et tout ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il va falloir aussi que les missions et ce que les entreprises occupent soient, of course, pertinentes en fonction de ce qui se passe dans le monde. Mais aussi au niveau micro. Parce que d'un pays à l'autre, et on a plein d'études qui le prouvent, on a quand même des tendances qui sont opposées. Là, on voit l'effet Covid, par exemple, avec des courbes qui montent et d'autres qui descendent. Et là, on leur disait, est-ce que d'après vous, il vaut mieux une marque globale ou une marque locale pour résoudre les problèmes de notre société? Et on voit que notamment en Angleterre, c'est assez drôle, puisqu'on voit qu'avant et après Covid, mais bon, il y a eu le Brexit aussi, on s'en remet beaucoup plus aux marques globales que locales. En revanche, en Chine, on est complètement revenu à des marques locales. Et on a un rejet quasi des marques globales. Donc c'est pour ça qu'une marque avec sa mission et avec la responsabilité qu'elle aura, elle ne pourra pas du tout agir de la même façon en fonction de ce contexte-là d'un pays à l'autre. Là, je prenais juste un exemple de streaming vidéo, mais il y a beaucoup de catégories où en fait le choix d'une marque déjà va dépendre vraiment du contexte dans lequel on est. Là, sur des vidéos streaming, en fonction de si on est tout seul, en couple, avec des enfants, ça détermine 56% de si on va choisir Netflix ou Disney ou YouTube. Alors pourquoi on dit ça? Là, je vous montre désolé, c'est un peu compliqué, c'est un mapping qui vient positionner, c'est une AFC classique, mais on va positionner une marque en fonction des moments dans lesquels elle est consommée. Et on va voir en fonction des moments quelles sont les associations, les traits d'image qui sont le plus associés. Et on va voir que des dimensions durables, d'environnement, social, de SG, on va en reparler tout à l'heure, en fait sont différemment associées en fonction des moments dans lesquels la marque est consommée. Encore une fois, si on est avec des enfants, si on est pressé, s'il y a d'autres choses qui nous font renoncer à certains bénéfices, et ça, il va falloir qu'on s'interroge de plus en plus à quels sont les moments de réceptivité
dans lesquels la marque peut créer le plus d'engagement dans la façon que le consommateur aura de la consommer. Sur le Shape Expectations, je vous montre un chiffre des chiffres qu'on montre souvent. On demande aux individus, aux consommateurs, de dire qu'est-ce qui est le plus important pour eux. Est-ce que c'est de recycler? Est-ce que c'est d'avoir less packaging? Est-ce que c'est de prendre le transport public et tout ça? Et derrière, on a mis en regard du vrai classement, en fait, en termes d'impact sur l'environnement et de réduction des émissions carbone. Et on voit qu'il y a un décalage assez énorme. Ça, c'est vraiment l'idée de se dire que la perception des consommateurs aujourd'hui, elle n'est pas bonne. Et forcément, et on ne peut pas leur en vouloir. Mais il y a une vraie responsabilité pour les entreprises que de casser et de ne plus répondre à des attentes, mais de prendre les devants et une responsabilité. Là, on parle beaucoup de TikTok en ce moment. TikTok, pour moi, est une des marques qui a pris du retard, voilà, qui n'a pas shapé les expectations, puisque dans un développement des usages des réseaux sociaux sans éducation, sans limite, ils n'ont pas pris suffisamment les devants et ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation assez délicate aux États-Unis, puisqu'ils se retrouvent avec un bashing de 30% du jour au lendemain, des familles avec des adolescents qui ont carrément banni l'usage de TikTok. Voilà. Si on demande, et alors ça c'est le dernier point et c'est plus pour la réflexion, mais on est quand même très focalisé sur l'environnement. Or, dans les missions d'une entreprise, dans les causes qu'elle peut défendre, dans l'impact qu'elle peut avoir, positif, alors, pour sauver le monde aussi, on peut quand même retrouver dans ESG beaucoup plus que cet environnement. Et c'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui, au-delà de l'environnement, pourrait être une histoire à rajouter à tel moment, en tout cas voir s'il y a du potentiel pour aller encore plus loin. Alors ça peut être dans la sécurité, ça peut être dans l'éducation, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être dans l'art. Alors dans l'école, il y a beaucoup des jeunes ambassadeurs d'art notamment. Mais ça pourrait être, récemment nous on travaille beaucoup avec L'Oréal, qui a, je ne sais pas si vous avez vu cette campagne stand-up, qui a lutté contre le harcèlement sexuel dans la rue, avec une grosse campagne d'éducation pour dénoncer, pour agir au moment où il y avait ce genre de choses. Donc on peut imaginer des missions qui vont bien au-delà. Et d'ailleurs, quand on demande aux consommateurs qu'est-ce qui est pour vous le plus important, on voit qu'ils sont que 36% sur l'environnement et que le reste, et ils donnent notamment beaucoup d'importance à tout ce qui est sociétal. Donc on l'a mesuré, on a essayé de voir à peu près dans quelle mesure ces choses contribuaient. Donc on a des études expérimentales, bon, il y a beaucoup de littérature aussi là-dessus, mais on voit que l'adaptation au contexte, ces notions d'empathie, ces notions d'expectation sont hyper importantes et en tout cas très drivantes du choix aussi qui va être fait sur la marque. Et c'est important parce qu'il faut malgré tout rassurer tout le temps sur la capacité de ces missions à pouvoir driver. Donc pour répondre à la question du futur bac philo, parce que c'est quand même une question philosophique, être ou ne pas être, faire ou ne pas faire, l'engagement des marques, sinon rien. La marque, en fait, est un engagement. Mais ça l'a toujours été. Un engagement de qualité, un engagement de valeur, un engagement de... C'est un engagement, on s'engage. Ah, et aujourd'hui, la marque doit être un engagement. De quoi? Ça appartient à différentes marques. Et que cet engagement, pour avoir un vrai succès, il faut qu'il soit absolument dans l'empathie. Il ne faut pas que ce soit dans l'opportunisme. On voit que ça, généralement, ça ne marche pas, ça ne prend pas. Mais dès qu'il part d'un insight consommateur, une compréhension fine de ce qui se passe, de ce dont il a besoin, il faut s'adapter au contexte d'un pays à l'autre, en fonction de l'usage qui est fait des produits, de la consommation. Et il faut définitivement anticiper et prendre les devants et ne pas suivre. De toute façon, il y a un risque de banalisation sur tous ces sujets-là, qui doit, c'est le troisième point, appeler les marques à innover et à explorer. Il y a eu trop, et c'est probablement le retournement, parce que nous on le voit dans les études, il n'y a plus de différenciation sur beaucoup de marchés, parce qu'ils ont tous œuvré dans le même sens, ils ont planté des arbres, il doit y avoir beaucoup d'arbres plantés en Amazonie notamment, mais derrière il y a eu un manque de différenciation.
quand il y a une source d'innovation, d'exploration qui est juste remarquable. Et comme l'a dit Géraldine, on pense aussi qu'une façon aussi d'innover et d'explorer, c'est peut-être, et je retourne la question, mais là on va tomber dans du Kant, je suis désolé, mais il y a la notion de qu'est-ce qu'on peut faire, et si on peut faire, est-ce qu'on doit le faire, et c'est peut-être une façon aussi d'explorer et d'innover. C'est peut-être de voir ce que la marque est capable en fait de bouger, tout simplement. Et en fonction de ce qu'elle est capable de faire, s'interroger dans les entreprises et se dire, si je peux le faire, est-ce que finalement on ne devrait pas le faire? Voilà, c'était l'ouverture de cette présentation. Merci.